Bonsoir à tous, voilà c'est parti pour une nouvelle saison d'Autrement. Chaque semaine des rencontres avec ceux et celles qui font bouger les lignes. Et n'ayons pas peur des mots, à leur échelle nous rencontrons des personnes qui tentent de changer le monde ni plus ni moins. Et quoi de plus normal pour une émission de rentrée de parler de la rentrée des classes, des milliers d'enfants qui vont reprendre le chemin de l'école avec peut-être la boule au ventre ou peut-être la joie de retrouver leurs copains. Et parmi eux, des élèves porteurs de trisomie 21 qui, malgré ce handicap, vont être scolarisés dans l'enseignement ordinaire comme tous les autres. Les spécialistes appellent ça l'inclusion scolaire. Et vous allez vous en rendre compte dans l'émission, il faut de l'énergie pour rendre cette inclusion possible. Mais une chose est sûre, vous allez vous en rendre compte aussi, c'est que nos invités ce soir n'en manquent pas d'énergie. Alors on va d'abord faire connaissance avec Nora Tawil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maman d'Othman, qui est un petit enfant donc trisomique qui a 8 ans aujourd'hui et qui va faire sa rentrée des classes demain. Dans quel état d'esprit est-il ? Il est super content, il a hâte, il est surexcité. Alors on le voit, Othman, il est derrière moi, on le voit sur ses écrans. Alors vous me l'avez dit en préparant cette émission, vous n'avez jamais douté que votre enfant entre dans l'enseignement ordinaire ou dans une crèche ordinaire. Vous vous êtes dit, c'est son droit et il faut que ce soit le cas. Exactement, oui. Pour moi, il avait le droit, comme tout un chacun, de fréquenter l'école qu'il avait envie de fréquenter, ouais. Notamment celle de son grand frère et voilà, de son quartier, comme tous les enfants. Et dans la réalité, ça a été plus facile à dire qu'à faire. Exactement, oui. Ouais. Toute la maternelle s'est très bien passée. Il a eu des profs super. Elles ont tout fait pour qu'il se sente bien en classe. Il a été super bien intégré. Et quand il a été question de passer en primaire, là, ça a été un petit peu plus compliqué. Ouais, donc vous avez essuyé des refus, on va en parler dans un instant. Et on parlera aussi avec l'institutrice d'Othman qui est avec nous ce soir. Mais d'abord une question pour vous, Déborah Momartz, bonsoir. Vous êtes donc accompagnatrice à la SBL Saphir, donc qui accompagne des enfants et des familles en inclusion scolaire. C'est pourtant interdit de refuser un enfant trisomique dans une école. Légalement, oui, mais on est face à une situation de terrain qui n'est pas forcément la plus simple tous les jours, avec des équipes qui nous disent que c'est compliqué pour elles, des classes qui sont quand même parfois très avec de nombreux élèves. Donc on essuie des refus, mais heureusement on a de plus en plus de réponses positives et on doit appeler de moins en moins d'écoles que pour avoir une réponse positive. Ouais, c'est-à-dire que vous, votre boulot, c'est ça, quoi. Vous faites la chasse aux écoles pour, entre guillemets, trouver une place pour des enfants, une toute petite partie de votre travail. Oui, entre autres. C'est une des parties de notre travail, mais c'est une des missions et c'est vrai que c'est compliqué. Mais comme je le dis, on a beaucoup de chance maintenant d'avoir des écoles partenaires qui réitèrent en plus l'expérience avec nous, qui acceptent de plus en plus d'enfants au sein du même étabbissement en même temps, dans des années différentes. Donc on voit une belle évolution. Alors dans votre association, si on doit comparer, est-ce que vraiment vous sentez qu'aujourd'hui vous arrivez à trouver beaucoup plus de places qu'auparavant ? En chiffres, ça donne quoi ? En chiffres, si on doit tabler sur les 10 années qui viennent de s'écouler, on est sur... il y a 10 ans, on avait peut-être 6 enfants dans 6 écoles différentes. Et aujourd'hui, en septembre 2021, on a une quarantaine d'écoles partenaires. Non, j'ai une bêtise. Une quarantaine d'écoles partenaires, pardon. Une trentaine, c'est ça. Et une quarantaine d'enfants inclus, avec des enfants en primaire et aussi en maternelle. Ouais, donc vous avez l'impression que c'est une tendance de fond qui est en marche et que ça ne va aller qu'en augmentant. C'est en tout cas votre souhait, quoi, j'imagine. C'est le souhait de toute l'équipe, évidemment, de toutes les familles avec qui on travaille et beaucoup d'institutrices et instituteurs avec qui on collabore. Donc, il y a une évolution, heureusement. Oui. Alors au mois de mai, on avait eu la chance de découvrir le quotidien de 2 enfants porteurs de trisomie dans leur école respective, dans leur classe respective. Léo, qui est en maternelle dans une école communale d'Ixelles, et Marois, qui était en 3e primaire à l'époque, à l'école Saint-Pierre, à Anderlecht. C'est une matinée d'atelier dans la classe de Monsieur Joël. Léo, porteur de trisomie 21, y participe avec Maïté, une institutrice spécialisée. Prends bien tes doigts. Elle est là. Comme ça. Elle l'accompagne un demi-jour par semaine.
C'est vraiment l'aider à se concentrer quand il travaille, de regarder ses mains et regarder son travail et pas être distrait par les copains, par le bruit ambiant de la classe ou de ce qui se passe autour de lui. C'est la 2e année que Léo est scolarisé dans cette école communale d'Ixelles et son instituteur l'a vu évoluer. Les premiers mois l'année passée, il était tout le temps dans le coin bibliothèque, il ne voulait pas se mélanger à la classe. Donc voilà, il y a eu tout ce travail. Et puis voilà, il a grandi, il a mûri. Et vous avez vu, c'est un petit garçon heureux qui court le matin pour venir à l'école. La plupart des activités, Léo les fait avec les autres enfants. Et ça lui permet d'intégrer plus vite certains savoirs. Les enfants avec une trisomie 21 fonctionnent énormément par mimétisme. Donc si vous les mettez dans une classe avec des enfants dits ordinaires, ils vont avoir tendance à les imiter et à reproduire leur comportement. Et donc ça va aussi leur permettre d'avoir une autonomie, que ça soit juste pour tout ce qui est le rangement de leurs affaires, leurs manteaux. Et une fois son travail terminé, il ne manque jamais l'occasion de le montrer à Clarisse, sa grande copine. C'est beau Léo. Quand il a besoin de moi, je viens vers lui pour faire un truc qu'il veut. Et après, je l'aide. 1, 2, 3, 4. Marois, elle, est en 3e primaire, à l'école Saint-Pierre à Anderlecht. Ça se passe vraiment bien. J'aime bien mes amis. Et madame. Elle y est inscrite depuis la maternelle, suivie également par la SBL Saphir, qui l'aide dans son apprentissage. Pour les primaires, on va rentrer souvent dans des notions plus abstraites. Donc l'idée, c'est de les rendre plus concrètes pour les enfants, avec du matériel adapté. Donc ça peut être par exemple une latte adaptée, ça peut être, là comme ce matin, c'était unité dizaine, donc le fait qu'elle puisse vraiment manipuler, repasser vraiment par tout ce qui est manipulation avant d'intégrer ces notions-là. Un soutien précieux pour son institutrice. Car même si Marois est considéré comme une élève comme les autres, son programme d'apprentissage est régulièrement adapté. À la base, on se dit qu'est-ce qui est utile pour Marois, à quoi ça va lui servir, est-ce que ça a du sens pour elle. Et donc du coup, on se base vraiment sur des choses qui sont très concrètes et qui peuvent lui apporter des plus dans la vie plus tard de tous les jours, qui vont faire qu'elle peut, pour la mener en fait à un maximum d'autonomie. Et ce que les équipes pédagogiques espèrent, c'est que Marois et Léo puissent rester le plus longtemps possible dans l'enseignement ordinaire. Voilà Mathilde Heuss, bonsoir. On vous a découvert donc dans ce reportage. Alors c'est vous qui suivez Léo et qui suivez Marois et vous allez suivre Léo l'année prochaine. On le voit, donc un apprentissage qui est adapté. On voit des enfants dès la 2e maternelle. La prise en charge, selon vous, elle doit commencer le plus tôt possible? Oui, vraiment, c'est nécessaire, c'est essentiel pour qu'ils puissent être dès le début pris en charge et dès le début dans l'enseignement ordinaire avec l'adaptation nécessaire. Et voilà. Ouais, donc ça veut dire que ça peut commencer ou ça doit commencer dans le meilleur des mondes à la crèche même, si possible? Oui. Et on en a avec qui on commence à la crèche justement, et c'est ce qu'on espère, que les familles viennent nous voir le plus tôt possible pour que notre prise en charge soit aussi le plus tôt possible pour eux. Ouais. Alors j'imagine, Déborah Montmartre, c'est plus facile d'avoir une prise en charge dans une crèche que dans une école ou pas? C'est très différent. L'idée, c'est qu'un enfant qui va passer par la crèche aura déjà... il y aura déjà tout ce qui est la séparation avec les parents qui sera beaucoup plus aisée après. Ce sera dans un cocon un peu plus intime qu'est la crèche, avec moins d'enfants, avec aussi une organisation différente, avec un rythme différent, avec des attentes différentes et d'autres enjeux. Donc oui, un enfant, au plus tôt ils arrivent chez nous, au plus tôt on peut aussi travailler tout ce qui est stimulation précoce, donc au niveau du langage, au niveau moteur, au niveau... toutes les sphères en tout cas du développement de l'enfant peuvent être déjà... travailler et on peut aussi guider les parents, être là aussi pour eux à ce moment-là parce que c'est une équipe en fait. Ouais. Alors Déborah Noël, bonsoir. Vous êtes l'institutrice donc d'Ottmann à l'Institut Saint-Charles à Molenbeek. Alors on a vu un instituteur ravi, un instituteur de Léo. Vous aussi, vous êtes ravi d'avoir Ottmann dans votre classe, mais vous m'avez dit aussi en préparant cette émission, ça demande beaucoup de travail supplémentaire. De quel ordre ? Déjà dans tout ce qui est les préparations, donc Ottmann ne fait pas toujours la même chose que les autres, donc quand les autres font quelque chose, il faut l'adapter, mais qu'ils ne fassent pas
quelque chose de tout à fait différent. Donc, il faut l'inclure dans les apprentissages, mais sans qu'il fasse exactement la même chose que les autres. Et c'est vrai que dans ma classe, je travaille beaucoup par atelier, en classe flexible. Et donc, ça, c'est important pour des enfants comme Othman parce que voilà, ils font vraiment des choses qui sont adaptées à eux. Et en atelier, les autres élèves sont ravis de pouvoir l'aider quand ils ont terminé quelque chose. Et donc, il est vraiment intégré dans la classe. Ouais. Laura, est-ce que vous avez l'impression qu'Othman se considère comme un élève différent ou pas du tout? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que il n'a pas encore cette notion-là de la différence proprement dit. Pour lui, il va à l'école comme tous ses copains, comme son frère. Et je pense vraiment pas qu'il se rende compte de sa différence. Oui, parce que le refus dans l'école où il était précédemment, il l'a plutôt mal vécu. Hein. Il l'a mal vécu parce qu'il n'a pas compris, en fait, pourquoi on l'arrachait comme ça à son école. Et puis pouvoir lui expliquer, c'était hyper compliqué. Du coup, j'ai fait une petite entourloupe en lui disant qu'il devenait plus grand et qu'il allait à l'école des grands et que du coup, il devait changer d'école. Parce que, voilà, lui expliquer qu'on ne voulait pas de lui, là, c'était hors de question qu'il entende ces mots-là si jeune, quoi. Ouais, parce qu'à certains moments, pour vous, Déborah, le comportement a été au début plus compliqué à gérer, les interactions avec la classe, expliquez-nous. Oui, en fait, il faut s'adapter. Donc, c'est vraiment s'adapter tout au long de l'année, apprendre à connaître l'enfant aussi, parce qu'un enfant n'est pas l'autre. Et donc, c'est vrai qu'avec Othman, on a mis quelques mois à s'adapter. Et donc, poser des questions aux parents, aux aides pédagogiques, ça aide aussi à pouvoir tout de suite trouver une solution. Et donc c'est quoi? Il était plus bruyant, il ne respectait pas les consignes? Expliquez-nous dans la vie de tous les jours. Il coupait un peu la parole et donc les autres se demandaient tiens, pourquoi est-ce que lui coupe la parole? Nous, on ne peut pas. Il se levait, il allait, parce que Othman, s'il aime bien un autre enfant, il a tendance à s'asseoir à côté de lui ou d'elle. Et donc, voilà. Et puis finalement, on se dit, est-ce que c'est vraiment important de lui dire non, c'est cette place-là? Finalement, non. Donc, voilà, il s'assied à côté de qui il a envie et puis ça se passe bien. Ouais. Et vous, Mathilda, donc vous êtes là une demi-journée par semaine avec un élève. Votre rôle en soi, c'est quoi? C'est d'apprendre certaines choses que l'instituteur n'a pas le temps d'approfondir? C'est plutôt, comme disait Déborah, donc vraiment aussi l'aider dans les apprentissages, donc trouver comment inclure Othman dans les mêmes apprentissages que les copains. Alors on sait que ce ne sera pas exactement la même chose, mais voilà, on lui fixe des objectifs. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aussi ensemble avec Déborah, c'est qu'on fixe des objectifs pour Othman en début d'année, qu'on revoit aussi régulièrement. Moi, je peux apporter du matériel adapté aussi pour Othman. Voilà, et c'est aussi un petit peu en fonction de ce que lui a envie parfois. Donc il y a parfois un côté où lui amène certaines choses. Alors voilà, s'il est plus dans l'écriture à ce moment-là, on va aussi... Oui, vous le disiez, c'est que ce que vous faites avec un élève en maternelle est fort différent de ce que vous pouvez faire avec un élève en 3e ou 4e primaire. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais ils ont tous besoin de manipuler, ça c'est sûr, comme on a vu dans la vidéo. Marwa, elle a encore besoin de repasser là-dedans, Othman aussi évidemment, et les petits encore plus. Après en primaire, il y aura aussi surtout l'adaptation de feuilles, ça peut être simplement. Donc pas que du matériel, mais aussi plus voilà, comment lui faire évoluer aussi à ce niveau-là. Ouais. Alors vous parlez d'aménagement raisonnable dans l'apprentissage, ça veut dire quoi en fait? Ça c'est adapté à chaque enfant? Oui, en fait, il y a des aménagements raisonnables en fonction du handicap de l'enfant, donc ils sont très différents, ça dépend vraiment des besoins de chacun, mais dans la liste, comme Mathilde l'a dit, ça peut être parfois simplement créer un espace qui est beaucoup plus calme pour l'enfant, ça peut être simplement dans la manière de donner les consignes qui sont soit illustrées par une petite image, un pictogramme, on en utilise beaucoup, la méthode Sésame aussi, celle-là... Oui, donc la méthode Sésame, c'est une méthode avec des gestes, hein, c'est ça, donc on fait comprendre certaines choses oui, ça se base sur la langue des signes, mais c'est adapté au public qui l'utilise, tout à fait. Et donc ces aménagements sont souvent réalisés par les instituteurs et les institutrices sans qu'ils s'en rendent compte, parce que réduire simplement le nombre d'exercices sur une feuille, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de montrer que l'enfant est capable de faire. S'il en a réussi 4, il est capable de le faire, il a compris ce qu'on lui demande. Il va pas en faire 20 pour en faire 20, l'idée n'est pas là. Ou alors encore simplement agrandir la police sur laquelle... l'enfant va lire les consignes, souligner des choses importantes pour capter l'attention. Il y a plein d'aménagements en fait, qui sont déjà réalisables et déjà réalisés avant qu'on en ait entendu parler, vraiment.
Ouais. Alors, ce que vous m'avez dit aussi en préparant cette émission, c'est que ça profite à toute la classe. Alors, comment est-ce que ça peut profiter à toute la classe? Qu'est-ce que vous voyez qui a changé et que Othman a fait changer par sa présence dans la classe? Comme vous l'avez dit, ça fait déjà plusieurs années que j'enseigne. Et donc là, c'était une première primaire. Et c'est vrai qu'en ayant Othman dans la classe, le fait, je vais dire, pour les autres enfants, d'expliquer au lieu de crier, de taper, de donner un coup de pied. On est beaucoup dans la discussion. Je leur explique, voilà, Othman, il faut bien lui expliquer, tu ne peux pas faire ça sans crier, en restant calme. Et je vois des élèves qui deviennent beaucoup plus matures et qui tout de suite lui tiennent l'épaule en disant non, ça tu ne peux pas. Et même entre eux, parce que finalement d'autres enfants font aussi des bêtises. Dans la cour aussi, donc ils sont vraiment plus dans la communication, dans l'entraide. Dès qu'ils ont terminé, ils vont l'aider dans ce qu'il fait lui. Ils l'aident à s'habiller à la gym. Voilà, c'est plein de choses. Donc il n'y a jamais eu de réaction de rejet ou d'incompréhension ou des réactions de parents qui se sont demandé ce que faisait Othman? Non, jamais. Les enfants ont remarqué en fait qu'il était un petit peu différent et donc j'ai simplement expliqué que voilà, pour lui, ils étaient des grands frères, des grandes sœurs et que il devait l'aider dans la classe s'il en avait besoin, donc ne pas tout faire pour lui. Et voilà, et ça s'est passé, il est vraiment intégré dans la classe comme tous les autres enfants. Et pour vous, Nora, on parle d'évaluation, effectivement, au fil de l'année, pour voir si ça fonctionne, pour voir si les acquis ont réussi. Est-ce qu'il y a une crainte de votre part, que vous vous dites à un certain moment, j'espère que ça va aller, j'espère qu'il va pouvoir évoluer, et j'espère qu'il va pouvoir continuer? Oui, voilà. Donc, c'est les fameux objectifs dont parlait Mathilda. Donc, il a son PIA en début d'année qui est revu. Donc, PIA, vous voulez dire? Projet individuel d'accompagnement. Voilà. Individuel d'apprentissage. Et c'est revu, les objectifs sont revus tous les trimestres. Et voilà, parfois ils sont cochés, parfois non. Ma foi, tant qu'il évolue, tout va bien. Ma crainte est, oui, que l'évolution s'arrête ou stagne et qu'il ne puisse pas continuer. Mais on est dans l'espoir et pour le moment, tout se passe bien. Donc, oui, parce que ça, Déborah Montmartre, à un certain moment, ça peut arriver où on dit, on a essayé, maintenant ça ne fonctionne plus. Comment est-ce que vous... Comment ça fonctionne avec les parents, une décision comme ça, ou avec les professionnels? C'est une décision qui est prise de concert avec l'ensemble des intervenants. Ce n'est pas une décision que nous prenons, loin de là. Il y a vraiment on observe l'enfant, on va voir comment il va évoluer. Donc ça reste un paramètre aussi important, c'est qu'il continue à évoluer dans différentes sphères, autant dans les apprentissages qu'au niveau social avec les autres copains de la classe, qu'ils soient aussi heureux de venir. Il y a le bien-être qui rentre en compte. Et les enfants avec qui on travaille sont suivis aussi en rééducation, par des logopèdes, par des kinésithérapeutes qui ont aussi ce rôle un petit peu d'observer comment l'enfant grandit. Et à un moment donné, c'est vrai que pour certains enfants, c'est parfois trop. Et donc, ils nous le communiquent, ils nous le montrent. Et puis, on voit aussi qu'il y a un plateau qui va parfois stagner un petit peu. Le comportement sera peut-être problématique parce qu'il y a des enfants qui l'expriment comme ça aussi, avec parfois des comportements pas adéquats, en tout cas comme certains l'attendent. Et donc, du coup, qui expriment cette difficulté à ce moment-là. Et donc, c'est quelque chose dont on parle d'entrée de jeu avec les parents. On parle d'inclusion avec tous les parents de notre service. Mais il est évident que même si c'est un projet qui est décidé sur plusieurs années avec une école pour lancer le projet, c'est un projet qui est réévalué chaque année autour de l'enfant, principalement autour de l'enfant. Et la lumière est sur l'enfant, vraiment, à ce moment-là. Et les difficultés auxquelles vous êtes le plus souvent confrontés, c'est quoi? C'est la difficulté de l'apprentissage du langage ou les chiffres ou Oui, évidemment. Et parfois, par exemple, Othman, justement, en maternelle, c'était compliqué. En troisième maternelle, il y avait des craintes parce on sentait qu'il ne prenait pas justement tout ce qui était chiffres, lettres et compagnie. Et puis, voilà, en première primaire, ça s'est débloqué grâce à Déborah. Et voilà, donc oui, ça reste des difficultés parce que c'est encore abstrait tout ça. Mais une fois qu'il a trouvé le petit truc qui l'intéressait, là, en l'occurrence, pour la lecture, c'était les alphas. On a réussi à rentrer là-dedans comme ça, avec cette méthode-là. Et les chiffres, il a appris, donc ça marche. Donc oui, c'est souvent ça, langage et mathématiques. Oui, parce que vous, Déborah, vous me disiez, Marois, vous la suivez depuis qu'elle est toute petite. Vous auriez imaginé, à l'époque où vous avez commencé à la suivre, qu'elle rentrerait maintenant en 4e primaire
Au fond de moi, oui, je l'espérais, parce que oui, c'est un beau projet qui s'est concrétisé, mais c'est un projet qui a été construit de nouveau avec une famille, avec des intervenants extérieurs, des thérapeutes, etc., des instituteurs, institutrices, et ça a poussé, elle a vraiment montré une belle évolution. Et non, on ne peut jamais dire à l'avance, on n'a pas de vision, mais on tente parce qu'on pense que c'est important pour ces enfants d'être dans une école ordinaire, parce que c'est leur place aussi. C'est la place de chaque enfant. Oui, d'être... Ouais. Alors, vous le disiez, et on le disait, l'idée, c'est qu'ils aillent le plus loin possible. Vous le voyez aller jusqu'où, Othman, Nora? Jusqu'à l'infini. Le plus loin possible, tout simplement. Ouais. Tant que ses capacités lui permettront d'avancer, on y va. Ouais, parce que l'idée qui passe le CEB, est-ce que c'est quelque chose d'imaginable, ou qu'un enfant porteur de trisomie passe le CEB à un moment donné? Selon vous, est-ce que c'est possible ou... C'est souvent la question qu'on se pose. On en parlait un petit peu avant, justement. Est-ce que l'enfant va réussir à aller jusqu'au CEB? Nous, on vise pas du tout ça, en fait. C'est une certification finalement externe. Nous, on la vise pas. Si après un parent a envie d'essayer, libre à lui. Mais c'est pas, nous, on vise pas ça. Ouais, donc ce qui peut être le plus utile, quoi, c'est ça en fait. Oui, c'est remettre au centre des apprentissages le sens. L'exemple de Marois est flagrant, et comme Béthule le disait, son institutrice, qu'est-ce qui fait sens pour Marois? De maîtriser un outil de mesure. Oui, l'autonomie de Marois est toujours au travail aujourd'hui, même si elle est en 4e primaire. Tout ce qui est travaillé tout au long de sa scolarité ne sera pas que du pédagogique, parce qu'elle est en primaire. On continue de travailler son autonomie, on continue de travailler tout ce qui est social aussi, avec les interactions avec les autres enfants, parce qu'ils grandissent, elle grandit aussi. Donc il y a plein de choses qui se jouent, c'est un joli fil avec plein de choses qui se trament autour. Donc il y a plein de sphères en fait. Il y a pas que le pédagogique. Vous pouvez imaginer à certains moments qu'on puisse aller jusque dans le niveau secondaire, ou alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on évalue. On a des enfants qui ont tenté sans passer un CEB, en tout cas sans l'avoir eu, mais ça dépend aussi. On a des parents qui aimeraient aller le plus loin possible, mais il y a un moment donné aussi où on doit vraiment voir où on amène cet enfant. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui, avec aussi les possibilités qui sont présentes. Alors vous parliez des difficultés que dans votre quotidien pour finalement faire face au surplus de travail que ça nécessite. Qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour optimiser, si je puis dire, cette prise en charge? Encore davantage d'aide, ça ce serait l'idéal, parce que pour le moment j'ai 8 heures d'aide, mais voilà, c'est vrai que les classes sont entre 20 et 25 élèves, donc ce n'est pas parce qu'on a un enfant comme Othman qu'on a moins d'élèves, et donc on a aussi d'autres enfants avec des difficultés, avec des troubles donc dyslexiques, etc. Et voilà, on doit aider tout le monde finalement. Et donc parfois, on aimerait bien se couper en 4, mais on ne peut pas. Donc c'est vrai qu'avoir de l'aide, c'est vraiment primordial. Ouais, on va quand même dire, Mathilda, que vous avez dû faire un crowdfunding l'année passée pour pouvoir engager une autre institutrice orthopédagogue à mi-temps. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas assez de soutien des pouvoirs publics, très clairement. Et ce mi-temps supplémentaire n'est valable que cette année. Ouais. Et donc il y aura encore un crowdfunding si ça tombe. On va trouver d'autres choses. On va toquer aux portes, mais il faut. C'est tous les jours. Et encore, malgré le mi-temps supplémentaire, on ne couvre pas l'ensemble des enfants qui sont en inclusion du service. Donc on fait appel aussi. On a des stagiaires qui viennent aussi renforcer certaines choses, tout en étant formés, parce que c'est important aussi de voir que c'est possible et qu'il y a que y a des ça enfants veut dire qu'actuellement il y a des des enfants que vous ne savez pas prendre en charge faute de moyens. Voilà. Othman, il va rentrer à l'école demain, donc il va retrouver tous ses copains. Et quand il va rentrer, est-ce qu'il vous raconte beaucoup de choses? Est-ce que l'école aujourd'hui, c'est la partie essentielle de sa vie? Oui, c'est clair. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, ce qu'il va raconter, il va rester fixé sur une chose qui est arrivée en classe ou dans la cour. Et il va parler que de ça tout le long du trajet. Et voilà, après, arrive à la maison, il retourne dans son petit cocon et il oublie un petit peu jusqu'à ce qu'il aille se coucher et qu'il se dise « Demain, il y a école ». Tous les soirs, il me demande « Demain, il y a école, maman ». « Oui, il y a école, t'inquiète pas ». Et voilà, il est pressé d'y retourner. Ok, on lui souhaite une très bonne rentrée ainsi qu'à tous les élèves. Merci en tout cas
d'être venu partager cette expérience, cette riche expérience avec nous. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission avec un thème tout à fait différent, puisqu'on on parlera de la présence de l'eau en ville avec cette expérience de la piscine en plein air Flow qui a eu lieu tout cet été. Très bonne soirée à tous, à bientôt.